Le vent salé de la Méditerranée fouettait le visage d'Amélie comme une gifle impitoyable. Tandis qu'elle courait le long de la plage déserte de Barcelone, les larmes brouillant sa vue. Soudain, un cri perçant transperça la nuit. Un vagissement désespéré qui la fit trébucher sur le sable humide. Là, abandonné dans un panier d'osier comme un rebut de la société, un bébé hurlait sa détresse au monde indifférent. Amélie s'agenouilla, le cœur battant à tout rompre. Ses mains tremblantes soulevèrent l'enfant, enveloppé dans une couverture usée, et elle sentit immédiatement cette connexion inexplicable. Comme si ce petit être avait été destiné à croiser sa route. À 18 ans, orpheline élevée dans les rues animées de Séville, Amélie n'avait connu que la survie. Les petits boulots précaires et les amours fugaces qui laissaient des cicatrices invisibles. Mais ce soir-là, sous les étoiles indifférentes de l'Espagne, tout bascula. Elle serra le bébé contre elle, murmurant des mots apaisants en français, sa langue maternelle qu'elle n'avait pas oubliée malgré les années passées loin de Paris. Chut! Petit! Je suis là maintenant, chuchota-t-elle. Ignorant que cette rencontre fortuite allait révéler les secrets enfouis de son propre passé. La plage de la Barceloneta, avec ses lumières lointaines de la ville, semblait un décor de théâtre tragique. Amélie, vêtue d'un jean délavé et d'un sweat trop grand, berçait l'enfant qui s'apaisait progressivement. Elle fouilla le panier, une note froissée, écrite en espagnol hâtif, disait simplement « Prends soin d'elle ». Pas de famille. Pas de nom. Pas d'indice. Juste ce fardeau inattendu qui pesait déjà sur ses épaules frêles. Amélie pensa à sa propre enfance. Ballottée entre foyers d'accueil après la mort mystérieuse de ses parents dans un accident de voiture quand elle avait 5 ans. Elle avait fui la France pour l'Espagne, cherchant une liberté illusoire. Mais la solitude l'avait rattrapée. C'est alors qu'elle entendit des pas sur le sable. Une silhouette approchait, illuminée par la lune. Noémie, une étudiante de 19 ans en art à l'université de Barcelone, promenait son chien le long de la côte. Ses cheveux noirs courts encadraient un visage aux traits fins, et ses yeux bleus brillaient d'une curiosité mêlée d'inquiétude. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle en français, surprise par l'accent d'Amélie. Noémie était originaire de Lyon, venue en Espagne pour un échange universitaire, et cette langue commune les lia instantanément. Amélie leva les yeux, et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit vue. Vraiment vue. Noémie s'accroupit à ses côtés, touchant doucement le front du bébé. « Il faut l'emmener à l'hôpital, suggéra-t-elle. Mais Amélie secoua la tête. « Non. Pas encore. Elle a besoin de quelqu'un qui l'aime. Pas d'un système qui l'engloutira. » Les deux jeunes femmes échangèrent un regard chargé d'émotion. Et Noémie, sans un mot de plus, l'aida à porter l'enfant jusqu'à son petit appartement dans le quartier gothique. Cette nuit-là, alors que le bébé dormait entre elles sur le lit improvisé, Amélie et Noémie parlèrent jusqu'à l'aube. Noémie raconta son coming out difficile, sa rupture avec sa famille conservatrice, et comment l'art l'avait sauvée. Amélie, elle, confia ses rêves brisés, son attirance pour les femmes qu'elle avait toujours cachées par peur du rejet. Les jours suivants furent un tourbillon. Amélie baptisa le bébé Luna, en hommage à la lune qui avait éclairé leur rencontre. Elles alternaient les gardes, Noémie peignant des toiles inspirées par cette nouvelle famille improvisée, Amélie travaillant comme serveuse dans un café pour subvenir à leurs besoins. Leur relation naissante était un mélange de tendresse et de passion. Des baisers volés dans l'ombre des ruelles barcelonaises.
Des promenades main dans la main le long de la Rambla. Mais des ombres planaient. Amélie recevait des appels anonymes. Des voix murmurant des avertissements en français, « Rends l'enfant ou tu regretteras ». Elle les ignorait, attribuant cela à son imagination surchauffée. Pourtant, la réalité rattrapait. Un soir, en rentrant du travail, Amélie trouva l'appartement sens dessus dessous. Noémie était là. Pâle, tenant une lettre. « C'est pour toi », dit-elle d'une voix tremblante. La lettre provenait d'un notaire parisien, informant Amélie qu'elle était l'héritière d'une fortune colossale, suite à la mort récente de son grand-père, un milliardaire discret de l'industrie pharmaceutique. Mais il y avait un hic, pour toucher l'héritage. Elle devait renoncer à toute vie dissolue, comme stipulé dans le testament. Amélie rit nerveusement. C'est une blague ? Noémie, les yeux emplis de larmes, secoua la tête. Non. Et il y a plus. Ton grand-père. Il savait pour Luna. C'est sa petite-fille illégitime. Le choc fut violent. Amélie apprit que ses parents n'étaient pas morts par accident, mais dans un scandale familial étouffé. Son grand-père, un homme impitoyable, avait orchestré leur disparition pour cacher des secrets. Luna était le fruit d'une liaison de son père avec une femme espagnole, abandonnée pour éviter le déshonneur. Amélie, sans le savoir, avait trouvé sa propre nièce. Cette révélation ébranla tout. Noémie, touchée par la profondeur de cette histoire, serra Amélie dans ses bras. Nous affronterons ça ensemble, murmura-t-elle. Leur amour grandissait. Un havre de paix au milieu du chaos. Mais les conflits s'intensifiaient. Le notaire, un homme froid nommé Monsieur Duval, arriva à Barcelone, exigeant que Amélie retourne à Paris pour régler l'héritage. L'enfant doit être placé en adoption légale, insista-t-il. Amélie refusa. Et Duval révéla une trahison. Noémie avait été contactée par la famille. Offerte une somme pour convaincre Amélie de renoncer à Luna. Noémie nia farouchement. Mais un doute s'insinua. « Pourquoi as-tu accepté de m'aider si vite ?» demanda Amélie. Le cœur brisé. Noémie pleura. « Parce que je t'aime. » Idiote. Depuis le premier regard sur cette plage. La tension culmina lors d'une confrontation dans un café andalou. Duval, avec des gardes du corps, tenta de prendre Luna. Amélie s'interposa. Noémie à ses côtés. « Vous ne la toucherez pas », cria Amélie. Dans la mêlée verbale, Noémie révéla avoir refusé l'offre, prouvant sa loyauté avec des messages effacés. Le pardon vint, scellant leur lien. Amélie décida de réclamer l'héritage, mais à ses conditions, créer une fondation pour les enfants abandonnés, en mémoire de sa propre vie. Noémie et Amélie, main dans la main, traversèrent les rues pavées de Séville, où elles s'étaient réfugiées pour échapper à la pression parisienne. La ville andalouse, avec ses orangers en fleurs et ses patios ombragés, offrait un répit temporaire. Luna gazouillait dans les bras d'Amélie, ignorant les tourments qui agitaient les deux jeunes femmes. « Nous devons être prudentes », murmura Noémie, jetant un regard par-dessus son épaule. Les appels anonymes avaient repris, plus menaçants, et Amélie sentait une ombre planer sur leur idylle naissante. Dans leur petit appartement loué près de la cathédrale, elle passait des soirées intimes. Noémie peignait Amélie tenant Luna, capturant la douceur de leurs traits dans des tons chauds inspirés par les couchers de soleil espagnols. « Tu es ma muse », disait Noémie,
embrassant tendrement le cou d'Amélie. Leur amour était un feu ardent, mêlant passion physique et connexion émotionnelle profonde. Des nuits entières à explorer leur corps, à chuchoter des promesses d'éternité. Mais la réalité intruse, Amélie recevait des documents légaux, confirmant son héritage de milliards d'euros. Son grand-père, Feu Armand Leclerc, avait bâti un empire pharmaceutique, mais son testament était un piège moraliste, exigeant une vie conforme aux valeurs familiales. Amélie, en lisant les clauses, sentit la rage monter. Conforme? Cela veut dire renoncer à qui je suis? Noémie, assise à ses côtés, posa une main sur sa cuisse. Non. Nous trouverons un moyen. L'amour n'est pas une faiblesse. Elles décidèrent de consulter un avocat local, un homme sympathique nommé Ravière, qui les aida à naviguer dans ce labyrinthe juridique. Pendant ce temps, leur relation s'approfondissait. Noémie confia ses peurs, « J'ai perdu ma famille à cause de mon orientation. » Et si je te perdais toi? Amélie la serra fort, « Jamais. Tu es mon ancre. » Pourtant, les conflits internes surgissaient. Amélie, hantée par son passé, doutait parfois de sa capacité à être mère. Et si je reproduisais les erreurs de ma famille? Noémie la rassurait. Mais un soir, après une dispute sur l'avenir de Luna, Amélie sortit en claquant la porte. Elle erra dans les jardins de l'Alcazar, où les fontaines murmuraient des secrets anciens. Là, elle rencontra une vieille femme, une diseuse de bonne aventure, qui lui prit la main. Ton sang porte la fortune et la malédiction. Mais l'amour vrai brisera les chaînes. De retour, Amélie trouva Noémie en larmes, tenant une photo d'elles trois. Pardonne-moi, dit Amélie. Et elles firent l'amour avec une intensité renouvelée. Comme si chaque caresse effaçait les doutes. Mais la trahison vint d'où elle ne l'attendait pas. Ravière, l'avocat, se révéla être un agent de Duval. Il avait transmis des informations sur leur vie privée, prouvant que Amélie vivait une relation immorale. Lors d'une audience improvisée à Madrid, Duval présenta des preuves, des photos volées d'Amélie et Noémie s'embrassant. Le cœur d'Amélie se brisa. « Comment avez-vous pu » hurla-t-elle à Ravière. Noémie, furieuse, le confronta, « C'est de la persécution. » Mais le mal était fait. Le tribunal espagnol, influencé par les avocats français, menaça de retirer Luna à Amélie si elle ne se conformait pas. Dans la tourmente, Noémie proposa une solution radicale, « Marions-nous. » En Espagne, c'est légal. Cela prouvera notre stabilité. Amélie hésita, touchée par la proposition. Tu ferais ça pour moi? Noémie sourit, pour nous. La cérémonie fut simple. Dans une petite chapelle andalouse, avec Luna comme témoin muet. Vêtues de robes blanches fluides, elles échangèrent des vœux émouvants. Je t'aime, Amélie. Pour ton courage, ta vulnérabilité, dit Noémie. Et toi, Noémie? Pour ta lumière dans mes ténèbres, répondit Amélie. Ce mariage scella leur union, mais attisa la fureur de la famille Leclerc. Duval envoya des menaces, renoncer à l'héritage? Ou nous prendrons l'enfant? Amélie, déterminée, contacta un journaliste français pour exposer le scandale. L'article fit sensation, l'héritière lesbienne défie l'empire familial pour sauver un bébé abandonné. Le soutien public afflua. Des manifestations à Paris pour les droits LGBT. Noémie,
Inspirée, organisa une exposition de ses peintures, levant des fonds pour les orphelins. Leur amour, au milieu du chaos, devint un symbole de résilience. Pourtant, un soir pluvieux à Séville, la crise culmina. Duval apparut à leur porte avec des policiers, affirmant que Luna était réclamée par sa mère biologique, une femme manipulée par la famille. Amélie refusa de la laisser partir. Elle est à nous maintenant. Noémie barricada la porte, appelant à l'aide. Dans la confusion, Amélie révéla à Duval: « Je sais pour l'accident de mes parents. » C'était un meurtre commandité. Duval blêmit. Mais nia. La nuit se transforma en siège. Amélie et Noémie tinrent bon, berçant Luna qui pleurait. Finalement, l'aube apporta un allié inattendu, une tante d'Amélie, restée dans l'ombre, témoigna contre Duval. Elle révéla des preuves accablantes sur les manigances familiales. Duval fut arrêté pour corruption, et Amélie gagna la garde de Luna. Avec l'héritage en main, Amélie fonda une organisation aidant les familles LGBT et les enfants abandonnés. Noémie et elle élevèrent Luna dans un mélange de culture française et espagnole, leur amour grandissant avec les années. Le soleil se couchait sur les collines andalouses, peignant le ciel de teintes orangées qui reflétaient les émotions tourmentées d'Amélie. Assise sur le balcon de leur nouvelle maison à Grenade, elle regardait Noémie jouer avec Luna, maintenant une fillette de 2 ans trottinant joyeusement. Mais les cicatrices du passé persistaient. « Penses-tu que c'est fini ?» demanda Amélie un soir. Alors que Noémie la rejoignait, un verre de vin à la main. Noémie secoua la tête. Les batailles comme la nôtre ne s'achèvent jamais vraiment. Mais nous sommes plus fortes. Leur vie avait changé depuis la victoire contre Duval. L'héritage, géré avec sagesse, leur permettait une existence confortable, une villa avec jardin, des voyages entre la France et l'Espagne. Amélie avait repris des études en littérature, inspirée par les récits humanistes de Victor Hugo et Simone de Beauvoir, tandis que Noémie exposait ses œuvres dans des galeries européennes, ses toiles capturant l'essence de leur amour lesbien avec une sensibilité poétique. Pourtant, des fissures apparurent. Amélie recevait des lettres de sa famille restante, implorant le pardon, mais elle les ignorait, hantée par la trahison. Noémie, de son côté, luttait contre la jalousie, des admiratrices flattaient Amélie lors d'événements caritatifs. « Tu es une star maintenant » taquinait Noémie. Mais son ton cachait une insécurité. Une nuit, après une dispute, Noémie sortit, laissant Amélie seule avec Luna. « Maman, Noémie est fâchée » demanda la petite. Amélie la serra. « Non. Elle t'aime trop pour ça. » Noémie revint au petit matin, les yeux rougis. « J'ai peur de te perdre dans tout ce luxe. » Amélie l'embrassa passionnément. « Le luxe, c'est toi. » Leur réconciliation fut ardente, un rappel de leur connexion profonde. Mais un nouveau conflit surgit, une femme se présenta, affirmant être la mère biologique de Luna. Nommée Isabella, elle était espagnole, manipulée par les Leclerc pour abandonner l'enfant. « Je veux la récupérer » déclara-t-elle, soutenue par un avocat. Amélie fut dévastée. « Comment oses-tu ? Après l'avoir laissée ? » Noémie la soutint. « Nous combattrons. » L'audience au tribunal de Madrid fut tendue. Isabella raconta son histoire, forcée par la famille riche. Elle regrettait maintenant. Amélie, témoignant, parla de l'amour qu'elles avaient donné à Luna.
Elle est notre fille. Le juge, ému, accorda une garde partagée temporaire, forçant Amélie et Noémie à cohabiter avec Isabella. Cette période fut un tourbillon émotionnel. Isabella, une femme de 30 ans très fatiguée, s'installa temporairement. Au début, la tension était palpable, regards hostiles, silence pesant. Mais progressivement, des liens se formèrent. Isabella confia son passé abusif, et Amélie vit en elle une victime comme elle. Noémie, jalouse au départ, trouva de la compassion. Nous pourrions l'aider, suggéra-t-elle. Une soirée changea tout. Autour d'un dîner andalou, Isabella pleura, « Je ne veux pas vous séparer. Je veux juste connaître ma fille. » Amélie, touchée, proposa, « Restons une famille élargie. » Noémie acquiesça, et un pacte naquit. Mais la trahison vint d'Isabella, elle avait été payée par un cousin éloigné des Leclerc pour semer le doute et réclamer une part d'héritage. Découvrant cela via des messages interceptés, Amélie confronta Isabella. « Pourquoi » hurla-t-elle. Isabella s'effondra, « J'avais peur. Je suis pauvre. » Noémie intervint, « Le pardon est possible. Mais la confiance se gagne. » Elles décidèrent de l'aider financièrement, sans lui donner la garde. Isabella partit, reconnaissante, promettant de reconstruire sa vie. Ce épisode renforça le couple. Amélie et Noémie renouvelèrent leurs vœux lors d'une cérémonie intime sur la plage où tout avait commencé. Luna, maintenant parlante, dit « Mamans heureuses ». Leur amour, forgé dans l'adversité, devint un phare pour d'autres. Amélie écrivit un livre sur leur histoire, un témoignage humaniste sur l'amour lesbien et la parentalité alternative, acclamé en France et en Espagne. Pourtant, un dernier au trao, un scandale médiatique éclata, révélant des détails intimes volés par Duval avant son arrestation. Des tabloïds français titraient « L'héritière scandaleuse ». Amélie, effondrée, se retira. Noémie la soutint, « Nous sommes plus que ça. » Ensemble, elles affrontèrent la presse, transformant la honte en fierté. Avec le temps, la tempête médiatique s'apaisa, laissant place à une paix méritée. Amélie, Noémie et Luna s'installèrent définitivement à Paris, dans un appartement haussmannien surplombant la Seine. La ville des Lumières, avec ses cafés philosophiques et ses jardins romantiques, incarnait leur renaissance. Amélie dirigeait sa fondation, aidant des centaines d'enfants abandonnés et de familles LGBT. Noémie, artiste reconnue, exposait des œuvres inspirées par leur saga, des toiles où l'amour triomphait des ombres. Luna grandissait, une fillette curieuse de 5 ans maintenant, posant des questions sur ses 3 mamans d'Amélie, Noémie et Isabella, qui visitaient occasionnellement. « Pourquoi on est spécial ?» demandait-elle. Amélie répondait, « Parce que l'amour ne suit pas de règles. » Leur vie était un équilibre délicat de routine et de passion, promenades au Louvre, dîners intimes, nuits enlacées où elles se murmuraient des secrets. Mais le passé ressurgit une dernière fois. Un cousin des Leclerc, avide, contesta l'héritage au tribunal français. Amélie n'est pas digne, arguait-il, citant son orientation. Le procès fut un cirque médiatique, mais Amélie témoigna avec éloquence, l'amour n'est pas un crime. C'est l'humanité même. Noémie, à ses côtés, ajouta, notre famille est la preuve que la diversité enrichit. Le juge,
Influencée par l'opinion publique, rejeta la plainte, confirmant l'héritage. Cette victoire finale apporta la closure. Amélie pardonna à sa famille, invitant sa tante à un dîner de réconciliation. Le temps guérit, dit-elle. Noémie et elle adoptèrent formellement Luna, scellant leur unité. Isabella, reconstruite grâce à leur aide, devint une amie. Des années plus tard, sur une plage espagnole, Amélie et Noémie, maintenant quarantenaires, regardaient Luna jouer dans les vagues. « Regarde ce que nous avons construit, » murmura Amélie, embrassant Noémie. Leur amour, cassé à Ch'tine au départ, s'était mué en une romance profonde, humaniste, où la trahison avait cédé à la rédemption. Leur histoire inspira des générations, un film, des livres, symbolisant la résilience lesbienne. Dans un monde souvent hostile, elles prouvèrent que l'amour vrai, avec ses hauts et ses bas, triomphe. Et ainsi, sous le ciel étoilé, leur famille atypique trouva son heureux dénouement. Un testament à la beauté de l'humanité.